Ce soir-là, en rentrant de l'église, j'ai compris qu'une vie entière peut s'effondrer en quelques secondes. Pas à cause d'un accident, pas à cause d'une maladie, mais à cause de celui que j'avais mis au monde. Je m'appelle Gabrielle Blanchard. J'ai 80 ans, et voici l'histoire que j'ai gardée pour moi bien trop longtemps. Une histoire de trahison, de silence et de justice. Il y a 6 ans, mon fils unique, Damien, avait 38 ans. Un homme élégant, toujours bien habillé, avec ce sourire qui lui ouvrait toutes les portes. Mon mari, Henri, l'adorait. Moi aussi. Nous avions tout fait pour lui. Études à Sciences Po, voyage, appartement à Paris. Nous pensions avoir réussi notre vie de parents. Mais ce matin du 15 octobre 2019, quand Henri est rentré de la banque avec un visage que je ne lui connaissais pas, j'ai su que quelque chose de terrible venait d'arriver. Il tenait une enveloppe blanche dans sa main tremblante. « Gabrielle, murmura-t-il, notre compte est vide. » Je ne comprenais pas. « Vide ? Comment ça, vide ? » « Damien, poursuivit-il, la voix brisée. Damien avait une procuration. Il a tout retiré. 360 000 €. Tout. Mon cœur s'est arrêté. Henri s'est effondré dans le fauteuil du salon, celui qu'il aimait tant, près de la fenêtre. Il regardait dehors, les yeux perdus, comme s'il cherchait une explication dans le ciel d'automne. « Il est parti où ?» ai-je demandé, la gorge serrée. « Je ne sais pas. Son téléphone est coupé. L'appartement est vide. Il est parti, Gabrielle. Notre fils nous a volés, et il est parti. Ce soir-là, nous n'avons pas dîné. Nous n'avons pas parlé. Nous sommes restés assis dans le silence, comme 2 statues de sel. Et moi, je pensais à cette petite boîte en bois que j'avais sur ma commode. À l'intérieur, une photo de Damien à 5 ans, tenant ma main devant la tour Eiffel. Un souvenir que je croyais éternel. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez ? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires, j'aimerais vous lire. Je dois vous raconter comment nous en sommes arrivés là. Parce que la trahison ne commence jamais au moment où on la découvre. Elle se construit lentement, dans le silence des années. Henri et moi, nous nous sommes rencontrés en 1965, à Lyon. Lui était comptable dans une entreprise textile. Moi, je travaillais comme secrétaire chez un notaire. Nous n'avions pas grand-chose, mais nous avions de l'amour. Le vrai. Celui qui résiste aux hivers froids et aux fins de mois difficiles. Nous nous sommes mariés en juin 1967 dans la petite église Sainte-Marie, sous les tilleuls en fleurs. Ma robe était simple, blanche, cousue par ma mère. Henri portait son unique costume, bien repassé. Nous avions 22 ans tous les deux, et la vie devant nous semblait infinie. Damien est né 3 ans plus tard, un matin de printemps. Un bébé magnifique, avec des yeux noirs comme ceux de son père. Henri l'a pris dans ses bras et a pleuré de joie. Moi aussi. Nous avons tout donné à cet enfant. Tout. Nous vivions dans un 3 pièces modeste, rue de la République. Henri travaillait 6 jours par semaine. Moi, j'ai arrêté mon travail pour m'occuper de Damien. Nous comptions chaque centime, mais nous étions heureux. Je me souviens des dimanches à la pâtisserie où Henri achetait un éclair au chocolat pour Damien. Un seul. Nous le partagions tous les 3. C'était notre petit rituel. Damien était un enfant intelligent, curieux. Peut-être un peu gâté, je l'admets, mais nous pensions que c'était de l'amour. Nous pensions que lui offrir le meilleur, c'était notre devoir de parents. Quand il a eu 18 ans, Henri a pris un second emploi pour payer ses études. Il rentrait épuisé, le dos courbé, mais il souriait toujours en disant « C'est pour Damien. Il aura une meilleure vie que nous. » Et moi, pendant toutes ces années, je mettais de côté 50 € par mois, puis 100, puis davantage quand Henri a eu une promotion. Nous avions un rêve, prendre notre retraite dans une petite maison en Provence avec un jardin où Henri pourrait cultiver ses tomates. 360 000 €, 40 ans d'économie. Chaque billet, chaque pièce, c'était un sacrifice. Un repas simple, des vacances annulées, un manteau porté 10 ans de plus. Et tout cela dormait dans ce compte bancaire où nous avions ajouté le nom de Damien, au cas où il nous arriverait quelque chose. Henri me disait « On ne sait jamais, Gabrielle. S'il nous arrive un accident, il faut qu'il puisse accéder à l'argent rapidement. » J'avais confiance. Comment aurais-je pu imaginer qu'un fils pouvait faire une chose pareille ? Aujourd'hui, quand je repense à ces années, je vois tout différemment. Les signes étaient là. Damien ne venait nous voir que lorsqu'il avait besoin de quelque chose. Une signature, un prêt, une caution. Il nous embrassait rapidement,
parlait de ses projets et repartait aussitôt. Mais nous fermions les yeux, parce que c'était notre fils, parce que l'amour parental est parfois aveugle. Le soir du 15 octobre, après qu'Henri m'a annoncé la nouvelle, je suis montée dans la chambre. J'ai ouvert la petite boîte en bois sur ma commode. J'ai pris la photo de Damien à 5 ans. Et pour la première fois de ma vie, j'ai pleuré en regardant mon enfant. Pas de joie, de honte. Les 3 jours qui ont suivi ont été les plus longs de ma vie. Henri ne mangeait plus. Il restait assis dans son fauteuil, près de la fenêtre, à regarder la rue sans rien dire. Parfois, il prenait son téléphone, composait le numéro de Damien et tombait directement sur la messagerie. Alors il raccrochait, les mains tremblantes. Moi, j'essayais de garder une apparence normale. Je préparais le café le matin, je mettais la table pour le déjeuner, mais tout sonnait faux. Comme si nous jouions une pièce de théâtre dans notre propre maison. Le 18 octobre, vers 15 heures, Henri s'est levé brusquement. « Je vais au commissariat », a-t-il dit d'une voix rauque. « Je vais porter plainte. » Je l'ai regardé. Mon mari, 76 ans, droit comme un chêne toute sa vie, semblait soudain vieux, tellement vieux. « Henri », ai-je murmuré, « c'est notre fils. » Il s'est tourné vers moi, les yeux rouges. « Justement, Gabriel, c'est notre fils, et il nous a volés. Il nous a trahis. Si nous ne faisons rien, c'est comme si nous lui donnions raison. » Il avait cette voix brisée, celle d'un homme qui vient de perdre toutes ses certitudes. Je ne savais pas quoi dire. Une part de moi voulait qu'il porte plainte, mais une autre part, celle de la mère, refusait d'accepter que mon enfant puisse finir en prison. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Henri est parti au commissariat. Il est revenu 2 heures plus tard, encore plus pâle. « Ils ont pris ma déposition », a-t-il dit en s'asseyant lourdement. Mais l'officier m'a expliqué que ce sera compliqué. Damien avait une procuration légale. Techniquement, il avait le droit d'accéder à l'argent. Mais il nous l'a volé, ai-je crié, pour la première fois depuis des jours. Henri a hoché la tête, les larmes aux yeux. Je sais, mais la loi ne voit pas les choses comme nous. Ce soir-là, il ne s'est pas couché. Il est resté dans le salon, dans son fauteuil. Je l'entendais respirer fort, comme s'il manquait d'air. À 3 heures du matin, je suis descendue. Il avait les yeux ouverts, fixant le plafond. « Tu ne dors pas ?» ai-je demandé doucement. « Non, je n'arrive pas. Je n'arrête pas de me demander où j'ai échoué. » Sa voix était brisée. Et dans cette phrase, j'ai entendu toute la douleur d'un père qui venait de comprendre que son fils ne l'avait jamais vraiment aimé. « Henri, ce n'est pas ta faute. »« Si, Gabriel, c'est ma faute. Je lui ai tout donné. Tout. Et je n'ai rien vu venir. Je me suis assise à côté de lui. J'ai pris sa main. Elle était froide. « Nous allons traverser ça ensemble, » ai-je murmuré. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose s'était cassé en lui. Quelque chose qu'on ne répare pas. Le lendemain matin, 19 octobre, Henri s'est réveillé avec des douleurs dans la poitrine. Je lui ai préparé une tisane, mais il ne l'a pas touchée. « Ça va passer », disait-il. « C'est juste le stress. » Mais ça n'est pas passé. À midi, il s'est effondré. Je me souviens du bruit. Un bruit sourd. Henri, mon Henri, allongé sur le carrelage de la cuisine, les yeux grands ouverts, la main sur le cœur. J'ai hurlé. J'ai appelé les secours. J'ai essayé de le relever, mais il était trop lourd. « Henri, Henri, reste avec moi. Les pompiers sont arrivés en 10 minutes. Ils l'ont emmené. » Moi, je suis montée dans l'ambulance, tenant sa main, priant Dieu de ne pas me le prendre. Mais Dieu n'écoutait pas ce jour-là. Henri a fait un infarctus massif. Les médecins ont fait tout ce qu'ils pouvaient, mais son cœur était trop faible, trop brisé. Il est mort à 19h23, le 19 octobre 2019, 3 jours après que notre fils nous ait volés. 3 jours. Et moi, assise sur une chaise en plastique dans le couloir de l'hôpital, j'ai compris une chose terrible. Damien avait tué son père, pas avec un couteau, pas avec un poison, mais avec quelque chose de bien plus cruel. La trahison. Les funérailles d'Henri ont eu lieu un mercredi gris, sous une pluie fine qui n'en finissait pas de tomber. L'église Sainte-Marie était remplie. Nos voisins, les anciens collègues d'Henri, quelques amis de jeunesse, des gens qu'il avait connus, respectés, aimés, des gens qui savaient quel homme bon il avait été. Mais il manquait une personne, Damien. J'avais essayé de le joindre, 20 fois, 30 fois. J'avais laissé des messages, envoyé des SMS. « Ton père est mort. Reviens.
S'il te plaît, rien. Le silence absolu. Pendant la cérémonie, je me tenais droite, au premier rang, vêtue de noir. Les gens venaient me serrer la main, me présenter leurs condoléances. Toutes nos sympathies, Madame Blanchard. Henri était un homme remarquable. Nous sommes là pour vous. Je souriais poliment. Je disais merci. Mais à l'intérieur, j'étais morte. Morte de chagrin. Morte de honte. Parce que tous ces gens, je le savais, se posèrent la même question. Où est le fils? Madame Perrin, notre voisine depuis 30 ans, s'est approchée de moi après la messe. Gabrielle, ma chérie. Où est Damien? J'ai baissé les yeux. Il est à l'étranger. Pour son travail. Il n'a pas pu venir. Le mensonge m'a brûlé la gorge. Mais je ne pouvais pas dire la vérité. Pas ici. Pas maintenant. Madame Perrin a hoché la tête, compatissante, mais j'ai vu dans son regard qu'elle ne me croyait pas vraiment. On a enterré Henri au cimetière de Loyasse, sous un grand cèdre. Le prêtre a dit quelques mots. On a jeté de la terre sur le cercueil. Et puis tout le monde est parti. Moi, je suis restée, seule, devant cette tombe fraîche, sous la pluie qui trempait mon manteau. Henri, ai-je murmuré, tu me manques déjà tellement. Qu'est-ce que je vais faire sans toi? Mais Henri ne répondait pas. Henri ne répondrait plus jamais. Je suis rentrée à la maison vers 18 heures. L'appartement était vide, silencieux. Le fauteuil d'Henri, près de la fenêtre, semblait attendre son retour. Je me suis assise sur le canapé. J'ai regardé autour de moi. 47 ans de vie commune, résumés dans quelques meubles et photos jaunies. Et puis, sur la table basse, j'ai vu l'enveloppe que le notaire m'avait remise la veille. L'héritage. J'ai ouvert le document. Henri avait tout laissé à mon nom. L'appartement. Quelques économies qu'il avait sur un livret A personnel. En tout, environ 50 000 €. Pas grand-chose, mais de quoi vivre modestement jusqu'à la fin de mes jours. Damien n'était mentionné nulle part dans le testament. Henri l'avait déshérité. Il avait dû le faire juste après la trahison, avant de mourir. C'était sa dernière volonté, son dernier geste de père blessé. J'ai replié le document, les mains tremblantes. Les semaines qui ont suivi ont été un brouillard. Je vivais comme un fantôme dans ma propre maison. Je me levais, je préparais du café, je regardais par la fenêtre. Parfois, je parlais à Henri, comme s'il était encore là. Tu avais raison, Henri. Notre fils n'est plus celui que nous avons élevé. Les factures s'accumulaient. L'argent commençait à manquer. Avec la mort d'Henri, ma pension de retraite avait diminué. Je devais faire attention à chaque euro. Un soir, en janvier 2020, j'ai ouvert la petite boîte en bois sur ma commode. J'ai sorti la photo de Damien à 5 ans. Je l'ai regardée longuement. Puis, pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti autre chose que de la tristesse. De la colère. Une colère froide, profonde, qui montait du ventre. Mon fils avait tué son père, et il n'était même pas venu à l'enterrement. Où était-il? Que faisait-il de notre argent? Riait-il quelque part, en dépensant le fruit de 40 ans de sacrifice? J'ai remis la photo dans la boîte. Mais cette fois, je ne l'ai pas refermée avec tendresse. Je l'ai claquée. Et dans ce geste, j'ai compris quelque chose. Je n'allais pas rester dans ce silence. Je n'allais pas mourir de chagrin, en attendant que mon fils daigne revenir. J'allais me préparer. Parce que je le savais, au fond de moi. Un jour, quand l'argent serait épuisé, Damien reviendrait. Et ce jour-là, je serais prête. 2 ans ont passé. 2 ans pendant lesquels j'ai appris à vivre seule, à faire les courses seule, à dîner seule, à vieillir seule. J'avais 78 ans. Mes mains tremblaient un peu plus chaque matin. Mes genoux me faisaient mal quand il pleuvait. Mais j'étais toujours debout. Damien n'avait jamais donné de nouvelles. Pas un appel, pas une lettre, rien. Au début, je vérifiais mon téléphone 10 fois par jour, puis 5 fois, puis plus du tout. J'avais fini par accepter une vérité terrible. Mon fils était vivant quelque part. Mais pour lui, j'étais morte. Je vivais modestement. Très modestement. Je cuisinais des soupes qui duraient 3 jours. Je portais les mêmes vêtements depuis des années. Je chauffais une seule pièce en hiver. Madame Perrin, ma voisine, m'apportait parfois des gâteaux. « Gabrielle, vous devriez sortir un peu. Venir prendre le thé avec nous. » Je souriais poliment. « Merci, Madame Perrin. Une autre fois peut-être. » Mais je ne sortais pas. Je ne voulais pas croiser les regards compatissants, entendre les questions sur Damien, mentir encore. Je préférais le silence de mon appartement. Le silence et les souvenirs d'Henri. Puis, un matin de mars 2022, quelque chose a changé. J'étais dans la cuisine, préparant mon café, quand mon téléphone a sonné.
Un numéro inconnu. J'ai hésité, puis j'ai décroché. Allô? Une voix. Une voix que je n'avais pas entendue depuis 2 ans et demi. Une voix qui m'a traversée comme une lame. Maman. Damien. Mon cœur s'est arrêté. Mes mains ont tremblé si fort que j'ai failli lâcher le téléphone. Damien? Ai-je murmuré, la gorge serrée. Oui, maman, c'est moi. Un silence. Long. Pesant. Où es-tu? Ai-je demandé d'une voix blanche. Je suis à Paris. Maman, il faut qu'on parle. Je peux venir te voir? Paris. Il était à Paris. Peut-être depuis le début. J'ai fermé les yeux. Toutes les émotions que j'avais enfouies pendant 2 ans remontaient d'un coup. La colère, la douleur, la trahison. Mais aussi, malgré tout, cette petite voix au fond de moi. Cette voix de mère qui disait « C'est ton fils. Pourquoi maintenant ?» ai-je demandé calmement. Un autre silence. Parce que j'ai besoin de te voir, maman. S'il te plaît. J'ai senti quelque chose dans sa voix. Quelque chose qui ne trompait pas. La peur. Tu sais que ton père est mort? Ai-je dit, glacial. Oui, je l'ai appris. Maman, je suis désolée. Vraiment. Désolée. Ce mot. Si petit. Si vide. Viens demain, ai-je répondu. 14 heures. Merci, maman. Merci. Il a raccroché. Moi, je suis restée debout dans ma cuisine, le téléphone à la main, le cœur battant. Il revenait. Après 2 ans et demi. Après avoir volé toutes nos économies. Après avoir tué son père. Il revenait. Et je savais pourquoi. L'argent était épuisé. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai réfléchi. J'ai pleuré aussi, un peu. Mais surtout, j'ai réfléchi. Pendant 2 ans, j'avais imaginé ce moment. Ce moment où Damien reviendrait, la tête basse, demander pardon, ou pire, demander de l'aide. Et pendant 2 ans, j'avais préparé ma réponse. Le lendemain, à 13 heures, j'ai fait quelque chose d'étrange. Je suis montée dans ma chambre. J'ai ouvert la petite boîte en bois sur ma commode. J'ai sorti la photo de Damien à 5 ans. Je l'ai regardé une dernière fois. Cet enfant souriant, tenant ma main devant la tour Eiffel, n'existait plus. Il n'avait peut-être jamais vraiment existé. J'ai remis la photo dans la boîte. Puis, j'ai fermé le couvercle. À 14 heures pile, on a sonné à la porte. J'ai pris une grande inspiration. J'ai lissé ma robe noire. Et j'ai ouvert. Damien se tenait là, sur le palier. Il avait vieilli. Ses cheveux grisonnaient. Son visage était marqué. Ses vêtements, autrefois impeccables, semblaient usés. Il n'était plus cet homme élégant et sûr de lui. Il ressemblait à un naufragé. « Bonjour, maman », a-t-il murmuré, les yeux baissés. Je l'ai regardé en silence, longtemps. Puis j'ai dit, d'une voix calme, « Entre », il est entré. J'ai refermé la porte derrière lui. Et dans ce geste, j'ai su que tout ce que j'avais préparé pendant 2 ans allait enfin se réaliser. Damien est entré lentement dans le salon, comme s'il marchait en territoire ennemi. Ses yeux ont fait le tour de la pièce. Le fauteuil d'Henri, toujours à la même place près de la fenêtre. Les photos sur le buffet. Le canapé usé où nous avions passé tant de soirées en famille. Rien n'avait changé, mais tout avait changé. « Assieds-toi », ai-je dit en désignant une chaise près de la table. Pas le fauteuil d'Henri. Jamais. Cette place était sacrée. Il s'est assis, les mains jointes, les épaules voûtées. Il avait l'air d'un enfant pris en faute, mais il avait 41 ans. Et moi, je n'étais plus la mère aveugle qu'il avait trahie. Je me suis installée en face de lui, droite, les mains posées sur mes genoux. Un long silence s'est installé. Je ne disais rien. Je voulais qu'il parle le premier, qu'il trouve les mots, qu'il assume. Finalement, il a levé les yeux vers moi. « Maman, je ne sais pas par où commencer. »« Commence par le commencement, » ai-je répondu calmement. « Explique-moi pourquoi tu nous as volés. » Le mot « voler » l'a fait tressaillir. Il a baissé la tête. J'avais des dettes, beaucoup de dettes. Quel genre de dettes? Il a hésité, puis dans un souffle, le jeu, je jouais en ligne, au poker, aux paris sportifs. Au début, je gagnais, puis j'ai commencé à perdre, beaucoup. J'ai emprunté de l'argent à des gens dangereux. Ils me menaçaient. Ils disaient qu'ils allaient me briser les jambes. Ou pire, j'écoutais, le visage de marbre. À l'intérieur, une tempête. « Alors tu as décidé de nous ruiner », ai-je dit d'une voix glaciale. « Je ne voulais pas », s'est-il écrié, levant enfin les yeux vers moi. Je me disais que j'allais rembourser mes dettes et puis tout remettre sur le compte, que vous ne vous en rendriez même pas compte. 360 000 €, Damien. 40 ans d'économie.
Tu pensais vraiment qu'on ne s'en rendrait pas compte ?» Il s'est mis à pleurer, des larmes silencieuses qui coulaient sur ses joues. « Je suis désolée, maman. Je suis tellement désolée. J'ai tout gâché. J'ai perdu l'argent. Tout. En quelques mois. Et après, je ne pouvais plus revenir. J'avais trop honte. Trop honte, ai-je répété, sentant la colère monter. Tu avais trop honte pour revenir, mais pas assez pour voler tes propres parents? Il sanglotait maintenant, le visage dans les mains. Papa est mort à cause de moi, n'est-ce pas? Cette question, cette terrible question. J'ai pris une longue inspiration avant de répondre. Oui, ton père est mort, à cause de toi. Il a fait un infarctus 3 jours après avoir découvert que tu nous avais trahis. Son cœur n'a pas supporté, pas la maladie, pas l'âge, toi. C'est toi qui l'as tué. Damien a levé vers moi un regard dévasté. Je ne voulais pas ça, mais tu l'as fait quand même. Le silence est retombé, un silence lourd, écrasant. Je me suis levée. Je suis allée jusqu'à la fenêtre, celle où Henri aimait s'asseoir. J'ai regardé dehors, les arbres qui commençaient à reverdir, le printemps qui revenait. La vie continuait, indifférente à notre drame. Pourquoi es-tu revenu aujourd'hui, Damien? Ai-je demandé sans me retourner. Après 2 ans et demi? Pourquoi maintenant? Un long silence. Puis, dans un murmure à peine audible, parce que je n'ai plus rien, plus d'argent, plus d'appartement, plus personne. Je vis dans ma voiture depuis 3 semaines, je ne mange pas tous les jours. Je suis venu te demander de m'aider. Je me suis retourné lentement. Il était là, mon fils unique, effondré sur une chaise, misérable, détruit. Et vous savez ce que j'ai ressenti à ce moment-là? Rien. Pas de pitié, pas de tendresse, pas même de colère. Juste un vide immense. Tu veux que je t'aide? Ai-je demandé d'une voix douce. Il a hoché la tête, plein d'espoir. S'il te plaît, maman. Je sais que je ne mérite rien, mais je suis ton fils. S'il te plaît. Je me suis rassise en face de lui. J'ai croisé les mains sur la table. Tu as raison, ai-je dit calmement. Tu es mon fils. Et c'est pour ça que je vais te dire quelque chose d'important. Quelque chose que ton père aurait dû te dire il y a longtemps. Il me regardait, suspendu à mes lèvres. La vie, Damien, ne pardonne jamais. Les gens, parfois, oui. Mais la vie, jamais. Tu as fait des choix terribles. Et maintenant, tu en payes le prix. Ce n'est pas de la malchance. Ce n'est pas une injustice. C'est la conséquence naturelle de tes actes. Maman, je t'en supplie. Laisse-moi finir. Quand tu nous as volés, tu n'as pas pensé à nous. Tu n'as pas pensé à ton père qui se levait chaque matin depuis 50 ans pour travailler. Tu n'as pas pensé à moi qui comptais chaque euro pour notre retraite. Tu n'as pensé qu'à toi, à ton plaisir, à tes dettes, à ta peur. Mes mots tombaient comme des pierres. Il ne disait plus rien. Il écoutait, la tête basse. Pendant 2 ans, j'ai attendu ce moment. Le moment où tu reviendrais. Je savais que tu reviendrais. Parce que les gens comme toi reviennent toujours, quand ils ont besoin, jamais avant. Je me suis levée. Je suis allée jusqu'au buffet. J'ai ouvert un tiroir. J'en ai sorti une enveloppe que j'avais préparée depuis des mois. Je suis revenue m'asseoir. J'ai posé l'enveloppe sur la table, entre nous. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé Damien, les yeux rouges. « Ouvre. » Il a pris l'enveloppe avec des mains tremblantes. Il l'a ouverte. À l'intérieur, une feuille pliée. Il l'a dépliée, et son visage s'est décomposé. C'était une copie du testament d'Henri, le testament où il le déshéritait complètement. « Papa m'a déshérité ?» a murmuré Damien, la voix brisée. « Oui, 5 jours avant de mourir. Il est allé chez le notaire, malgré les douleurs dans la poitrine, et il a tout changé. Tu n'hérites de rien. Pas l'appartement, pas l'argent. Rien. C'était sa dernière volonté, son dernier geste de père. » Damien fixait le papier, les larmes coulant silencieusement. « Et moi ?» ai-je continué d'une voix calme. « J'ai respecté cette volonté. Cet appartement est à moi. Les quelques économies qu'il restait sont à moi. Et elles le resteront. Maman, s'il te plaît, je suis ton fils. Non, tu étais mon fils. L'enfant que j'ai élevé, l'enfant que j'ai aimé, celui-là est mort le jour où tu nous as trahis. L'homme qui est assis devant moi, je ne le connais pas. Il s'est effondré, complètement, le front sur la table, sanglotant comme un enfant. Et moi, je suis restée assise, le dos droit, le cœur fermé. Pendant 2 ans, j'avais imaginé ce moment.
J'avais pensé que je ressentirais de la satisfaction, de la vengeance, peut-être même de la joie, mais je ne ressentais rien, juste une profonde tristesse. Après quelques minutes, Damien s'est relevé. Il s'est essuyé les yeux. Il m'a regardé une dernière fois. « Je comprends », a-t-il murmuré. « Tu as raison, je ne mérite rien. » Il s'est levé. Il a marché vers la porte, mais avant de sortir, il s'est retourné. « Est-ce que tu m'as aimé un jour? Pour de vrai ?» Cette question m'a transpercé. J'ai pris une longue inspiration, et j'ai dit, d'une voix douce mais ferme, « Oui, je t'ai aimé, plus que tout au monde. Mais l'amour d'une mère n'efface pas les erreurs d'un homme. Et tu es devenu un homme que je ne peux plus aimer. » Il a hoché la tête. Puis il est parti. J'ai entendu ses pas dans l'escalier. Puis plus rien. Je me suis levée. Je suis allée fermer la porte à clé. Puis je me suis assise dans le fauteuil d'Henri, près de la fenêtre. Et pour la première fois depuis 2 ans, j'ai senti quelque chose ressembler à de la paix. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? Après le départ de Damien, j'ai vécu dans un état étrange. Ni heureuse, ni malheureuse. Juste, là. Les jours passaient. Je continuais ma routine. Le café le matin, les courses le mardi, la messe le dimanche. Madame Perrin qui frappait à ma porte pour prendre des nouvelles. « Vous avez bonne mine aujourd'hui, Gabriel ?»« Merci, Madame Perrin. » Mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. Quelque chose s'était libéré. Je ne pensais plus à Damien tous les jours, parfois seulement. Et quand j'y pensais, ce n'était plus avec cette douleur aiguë qui me coupait le souffle. C'était une tristesse douce, lointaine, comme un deuil enfin accepté. 6 mois ont passé. Puis, un matin de septembre 2022, on a sonné à ma porte. J'ai ouvert. C'était Madame Perrin, le visage grave. « Gabriel, il faut que je vous parle. »« Entrez », ai-je dit, inquiète. Elle est entrée. Elle s'est assise sur le canapé, les mains jointes. « J'ai vu quelqu'un hier soir. Quelqu'un que vous connaissez. » Mon cœur s'est serré. « Qui ? » ?»« Votre fils, Damien. » Le monde s'est arrêté. « Où ?» ai-je demandé, la voix blanche. « Près de la gare de Perrache. Il... » Gabriel, il mendiait. Assis par terre, avec un gobelet devant lui. Je ne l'ai reconnu qu'en passant près de lui. Il avait une barbe, des vêtements sales. Il ne m'a pas vu, ou il a fait semblant. J'ai fermé les yeux. Mon fils. Mon fils unique, mendiant dans la rue. Vous êtes sûre que c'était lui? Certaine. Je ne pourrai jamais oublier son visage, Gabriel. C'est bien lui. Elle est restée encore quelques minutes, essayant de me réconforter. Mais je ne l'écoutais plus vraiment. Dans ma tête, une seule image. Damien, assis par terre, la main tendue. Après son départ, je suis restée assise, immobile. Qu'est-ce que je ressentais? De la pitié? De la satisfaction? De la culpabilité? Non, rien de tout cela. Je ressentais quelque chose d'étrange, quelque chose que je n'aurais jamais imaginé ressentir. Du calme, parce que je comprenais enfin. La vie faisait son travail, pas moi. Je n'avais pas eu besoin de me venger. Je n'avais pas eu besoin de lui faire du mal. La vie s'en était chargée. Damien avait fait des choix. Et maintenant, il vivait avec les conséquences. Ce soir-là, je suis allée me promener. Quelque chose que je ne faisais presque jamais. Je voulais voir de mes propres yeux. Je suis descendue vers la gare de Perrache. Il était 19 heures. Les lumières de la ville s'allumaient. Les gens rentraient du travail, pressés, le visage fatigué. Et là, près de l'entrée de la gare, je l'ai vu. Damien, assis par terre, le dos contre un mur, un vieux blouson troué, des cheveux longs, sales, une barbe grise, un gobelet en plastique devant lui, avec quelques pièces dedans. Il avait 41 ans. Il en paraissait 60. Je me suis arrêtée à quelques mètres de lui, caché derrière un kiosque à journaux. Je ne voulais pas qu'il me voie. Je l'ai observé. Les gens passaient devant lui sans le regarder. Certains jetaient une pièce. La plupart l'ignoraient complètement, comme s'il n'existait pas. Damien ne levait même pas les yeux. Il fixait le sol, le visage vide. Et dans ce regard absent, j'ai vu quelque chose de terrible, la défaite totale. Il ne se battait plus. Il ne cherchait plus à s'en sortir. Il avait abandonné. Je suis restée là 10 minutes, peut-être 15, à le regarder. Mon fils, cet homme que j'avais porté pendant 9 mois, cet enfant que j'avais nourri, bercé, aimé. Et vous savez ce que j'ai ressenti? Rien. Pas de larmes, pas de colère, pas de pitié. Juste le constat froid d'une réalité.
Il avait choisi son chemin. Et ce chemin l'avait mené là, dans la rue, seul, détruit. Je suis reparti sans qu'il me voie. En rentrant chez moi, j'ai monté dans ma chambre. J'ai ouvert la petite boîte en bois sur ma commode. La photo de Damien à 5 ans était toujours là. Je l'ai regardée une dernière fois, puis j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. Je l'ai déchiré, lentement, en petits morceaux. Chaque morceau qui tombait dans la corbeille, c'était un morceau de mon passé qui s'effaçait. Un morceau de cette illusion que j'avais entretenue pendant des années. L'illusion que j'avais réussi en tant que mère. L'illusion que mon fils était un homme bien. Quand j'ai eu fini, j'ai refermé la boîte, vide, et je me suis sentie étrangement légère. 2 semaines plus tard, Madame Perrin est revenue me voir. « Gabrielle, j'ai quelque chose à vous dire, quelque chose de difficile. »« Dites, Madame Perrin, c'est au sujet de votre fils. Il a été hospitalisé. Il est à l'hôpital Édouard Herriot. Mon cœur a fait un bond. Qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, il s'est effondré dans la rue. Malnutrition, hypothermie. Les secours l'ont trouvé inconscient. Il est dans un état grave. » Elle me regardait, attendant ma réaction. « Est-ce que vous voulez que je vous y emmène ?» a-t-elle demandé doucement. J'ai réfléchi. Longtemps. Puis j'ai dit, d'une voix calme, « Non. Merci, Madame Perrin. » Mais non. Elle a ouvert de grands yeux. « Vous ne voulez pas le voir? » « Non, je ne peux plus rien pour lui. C'est sa vie, ses choix. »« Mais Gabriel, c'est votre fils. » J'ai souri tristement. J'ai eu un fils autrefois, mais cet homme à l'hôpital, je ne le connais pas. Madame Perrin est repartie, choquée sans doute. Les gens ne comprennent pas toujours. Ils pensent qu'une mère doit tout pardonner, tout accepter, tout supporter. Mais moi, j'avais appris quelque chose de fondamental. L'amour a des limites. Et ces limites, Damien les avait franchies le jour où il avait volé son père, le jour où il l'avait tué. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel de l'hôpital. « Madame Blanchard, je suis l'assistante sociale de l'hôpital Édouard Herriot. Votre fils, Damien Blanchard, a été admis chez nous. Il est stabilisé, mais il a besoin de soins. Et surtout, il a besoin d'un lieu où aller après sa sortie. Pouvez-vous… » « Non, ai-je coupé calmement. Je ne peux pas l'accueillir. » Un silence au bout du fil. « Madame Blanchard, je comprends que la situation soit difficile, mais… » « Vous ne comprenez rien, » ai-je dit doucement. « Mon fils m'a volé. Il a tué son père. Et pendant 2 ans, il ne nous a donné aucune nouvelle. Aujourd'hui, il récolte ce qu'il a semé. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la justice. Mais où va-t-il aller? Je ne sais pas, et ce n'est plus mon problème. » J'ai raccroché, et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose de profond, de puissant, la liberté. Je n'étais plus prisonnière de mon amour maternel. Je n'étais plus esclave de cette culpabilité que les mères portent toujours, quoi que fassent leurs enfants. J'étais libre. Damien avait détruit sa vie. Pas moi, lui. Et maintenant, il devait en assumer les conséquences. Sans moi. Les mois qui ont suivi ont été étrangement paisibles. Je vivais ma vie de vieille femme, simplement, sans drame, sans attente. L'automne est arrivé, puis l'hiver. Mon 80e anniversaire est passé sans fanfare. Juste un petit gâteau que Madame Perrin m'avait apporté. 80 ans, Gabrielle. Vous êtes une force de la nature. Merci, Madame Perrin. Mais je ne me sentais pas forte. Je me sentais juste, vivante, encore là malgré tout. Je n'avais plus de nouvelles de Damien. L'hôpital ne m'avait pas rappelé. Madame Perrin ne l'avait plus vu près de la gare. Peut-être était-il parti dans une autre ville. Peut-être était-il dans un foyer. Peut-être était-il mort. Je ne savais pas. Et je ne cherchais pas à savoir. Cette indifférence, au début, m'avait fait peur. Je me demandais si j'étais devenue un monstre, une mère sans cœur. Mais avec le temps, j'ai compris que ce n'était pas de l'indifférence. C'était de l'acceptation. J'avais accepté que mon fils était perdu. Pas mort, mais perdu. Perdu pour lui-même. Perdu pour moi. Et cette acceptation, aussi douloureuse soit-elle, m'avait libérée. Un soir de février 2023, je lisais près de la fenêtre quand le téléphone a sonné. Un numéro inconnu. Encore. J'ai hésité. Puis j'ai décroché. « Allô? Madame Blanchard? C'est le père Mathieu, de la paroisse Saint-Jean. »« Oui, mon père. Je vous appelle au sujet de votre fils, Damien. » Mon cœur s'est serré. Qu'est-ce qu'il y a? Il est venu me voir il y a quelques jours. Il est dans un état difficile. Il m'a dit qu'il voulait vous parler.
qu'il avait besoin de vous demander pardon. J'ai fermé les yeux. Mon père, je ne peux pas. Je comprends, Madame Blanchard. Je ne vous demande pas de lui pardonner. Je vous demande juste de l'écouter. Une fois, pour lui permettre de se libérer de ce poids. Et moi, qui me libère de mon poids? Un silence. Puis, doucement. Vous seule pouvez faire ça, Madame Blanchard, en choisissant de fermer cette porte définitivement. Ou en l'ouvrant une dernière fois. J'ai réfléchi longuement. Puis j'ai dit, dites-lui qu'il peut venir, demain, 15 heures, mais ce sera la dernière fois. Merci, Madame Blanchard. Que Dieu vous bénisse. J'ai raccroché. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Je me demandais ce que Damien allait me dire. S'il allait pleurer, s'il allait supplier, s'il allait mentir encore. Mais surtout, je me demandais ce que moi, j'allais ressentir. Le lendemain, à 15 heures pile, on a sonné. J'ai ouvert. Damien était là. Mais ce n'était plus le même homme que j'avais vu 6 mois plus tôt. Il était propre, rasé. Ses cheveux étaient coupés. Il portait des vêtements simples, mais propres. Il avait repris un peu de poids. Et dans ses yeux, il y avait quelque chose de nouveau, de la clarté. « Bonjour, maman », a-t-il dit doucement. « Entre. » Il est entré. Je l'ai fait asseoir à la même place que la dernière fois, la chaise près de la table. Je me suis assise en face de lui. « Le père Mathieu m'a dit que tu voulais me parler. »« Oui, je voulais te remercier d'avoir accepté de me recevoir. Je sais que je n'en ai pas le droit. » J'ai attendu. Sans rien dire. Il a pris une grande inspiration. Depuis 6 mois, j'ai touché le fond. Vraiment. J'ai dormi dans la rue. J'ai eu faim, j'ai eu froid. J'ai cru que j'allais mourir. Et tu sais quoi? J'ai souhaité mourir. Sa voix tremblait, mais il tenait bon. Mais un jour, un homme s'est arrêté devant moi. Un prêtre, le père Mathieu. Il m'a demandé mon nom. Je lui ai dit. Il m'a demandé si j'avais de la famille. J'ai dit non. Et puis, je me suis mis à pleurer. Parce que j'ai réalisé que c'était vrai. Je n'avais plus de famille. Je l'avais détruite de mes propres mains. Il s'est tu un instant. J'écoutais, impassible. Le père Mathieu m'a emmené à l'église. Il m'a donné à manger. Il m'a trouvé une place dans un foyer. Et surtout, il m'a écouté. Pendant des heures, je lui ai tout raconté. Le jeu, les dettes, le vol, papa, toi, tout. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Ai-je demandé calmement. Il m'a dit que Dieu pardonne toujours, mais que les hommes, eux, ont le droit de ne pas pardonner, et qu'il fallait que je l'accepte. Le père Mathieu est un homme sage. Damien a hoché la tête. Je ne suis pas venu te demander de me pardonner, maman. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. J'ai tué papa. Je t'ai ruiné. Je t'ai abandonné. Je ne mérite rien. Alors pourquoi es-tu venu? Il m'a regardé droit dans les yeux. Et pour la première fois depuis des années, j'ai vu de la sincérité dans son regard. Pour te dire la vérité. Toute la vérité. Pas pour que tu me pardonnes, mais pour que tu saches. Je t'écoute. Il a baissé les yeux, puis il a commencé à parler. Lentement, douloureusement. Quand j'étais jeune, j'ai toujours eu l'impression de ne pas être à la hauteur. Papa travaillait tellement. Toi, tu te sacrifiais tellement. Et moi, je ne savais pas comment vous rendre tout ça. Alors j'ai essayé d'être brillant, le meilleur élève, le meilleur étudiant, celui dont vous seriez fiers. Nous étions fiers, ai-je dit doucement. Oui, mais je ne l'ai jamais vraiment cru. Je pensais que si j'arrêtais d'être parfait, vous ne m'aimeriez plus. Alors j'ai continué, toujours plus haut, toujours plus fort, jusqu'au jour où j'ai craqué. Il s'est tu, j'ai attendu, j'ai commencé à jouer en ligne. Au début, c'était juste pour décompresser, puis c'est devenu une obsession, une addiction. Je ne pouvais plus m'arrêter. Et plus je perdais, plus je jouais, en espérant me refaire. Et nous, on ne voyait rien, ai-je murmuré. Non, parce que je mentais, tout le temps. Je vous mentais, je mentais à mes amis, je me mentais à moi-même. J'étais devenu quelqu'un d'autre, quelqu'un que je ne reconnaissais plus. Il a relevé la tête, ses yeux étaient rouges. Quand j'ai volé l'argent, je me suis dit que c'était juste un emprunt, que j'allais tout rembourser. Mais au fond, je savais que c'était fini, que j'avais tout détruit. Et je suis parti, comme un lâche. Le silence s'est installé, lourd, pesant. Quand j'ai appris que papa était mort, j'ai voulu me tuer. Vraiment. J'ai pensé à sauter du pont Lafayette, mais je n'ai même pas eu le courage de faire ça. J'étais déjà mort à l'intérieur. Il s'est essuyé les yeux. Aujourd'hui, je vais mieux. Le père Mathieu m'a aidé. Le foyer m'a aidé. Je ne joue plus. Je ne bois plus.
Je travaille dans une association, je distribue des repas aux sans-abri, ceux qui étaient comme moi. C'est bien, ai-je dit. Oui, mais ça ne répare rien. Ça ne ramènera pas papa, ça ne te rendra pas ton argent, ça ne te rendra pas les années que tu as perdues à cause de moi. J'ai pris une longue inspiration. Non, ça ne répare rien, mais au moins, tu assumes. C'est déjà quelque chose. Il m'a regardé, les yeux pleins d'espoir. Est-ce qu'un jour tu pourras me pardonner? J'ai réfléchi, longuement. Puis j'ai dit, avec une douceur que je ne me connaissais plus, je ne sais pas, Damien. Peut-être, un jour, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne peux pas. La blessure est encore trop profonde. Il a hoché la tête, les larmes coulant silencieusement. Je comprends. Merci de m'avoir écouté. C'est déjà plus que je ne méritais. Il s'est levé. Il a marché vers la porte. Mais avant de sortir, il s'est retourné une dernière fois. « Maman, est-ce que je peux te demander une dernière chose? »« Quoi? Est-ce que papa m'aimait? Jusqu'à la fin ?» Cette question, cette terrible et belle question. J'ai senti les larmes monter, mais je les ai retenues. « Oui, » ai-je répondu. « Ton père t'a aimé jusqu'à son dernier souffle. C'est pour ça qu'il est mort, parce qu'il t'aimait trop. » Damien a fermé les yeux. Une larme a coulé. « Merci, maman. Pour tout. Pour la vie que tu m'as donnée. Pour les sacrifices. Pour tout. » Puis il est parti, et cette fois, j'ai su qu'il ne reviendrait plus. Pas parce que je l'avais chassé, mais parce qu'il avait enfin compris. Certaines portes, une fois fermées, ne se rouvrent jamais. Je suis restée assise longtemps après son départ, dans le silence de mon appartement, et lentement, très lentement, j'ai senti quelque chose en moi se détendre. Quelque chose qui était resté noué pendant 3 ans. La colère. Elle partait, doucement, comme une marée qui se retire. Je n'avais plus besoin de la porter. Damien avait payé. Il payait encore. Et il paierait toute sa vie. Pas parce que je l'avais puni, mais parce que la vie l'avait fait. Et moi, j'avais fait ce que je devais faire. Je l'avais laissé tomber. Non par cruauté, mais par nécessité. Pour qu'il apprenne, pour qu'il grandisse, pour qu'il devienne, peut-être, un homme meilleur. Ce soir-là, je suis montée dans ma chambre. J'ai ouvert la petite boîte en bois sur ma commode. Elle était vide, depuis que j'avais déchiré la photo. Mais maintenant, je savais ce que j'allais y mettre. Rien. Parce que parfois, le vide est la seule réponse. 2 ans ont encore passé. 2 années pendant lesquelles j'ai continué à vivre ma petite vie tranquille. Les saisons se sont succédées. Printemps, été, automne, hiver. Encore et encore. J'avais maintenant 82 ans. Mes mains tremblaient davantage. Mes jambes me portaient moins bien. Mais j'étais toujours là, toujours debout. Madame Perrin était devenue ma seule véritable amie. Elle passait prendre le thé tous les jeudis. Nous parlions de tout et de rien, de la pluie, des voisins, des nouvelles du quartier. Elle ne mentionnait plus jamais Damien, et moi non plus. C'était comme s'il n'avait jamais existé. Un matin d'avril 2025, je suis descendue faire mes courses au marché. C'était une belle journée. Le soleil brillait, les oiseaux chantaient, la vie continuait, indifférente. J'achetais des tomates chez le maraîcher quand j'ai entendu une voix derrière moi. « Madame Blanchard ?» Je me suis retournée. C'était une jeune femme, 30 ans environ, jolie, avec des cheveux châtains et des yeux clairs. Elle me souriait timidement. « Oui ?» ai-je répondu, surprise. « Je m'appelle Claire, Claire Moreau. Je travaille avec votre fils, à l'association Les Mains Tendues. » Mon cœur a fait un bond, mais je suis restée calme. « Ah ?» ai-je dit simplement. « Damien m'a beaucoup parlé de vous. Enfin, pas beaucoup, mais avec beaucoup de respect. Je voulais juste vous dire, il va bien, il travaille dur, il aide beaucoup de gens. » J'ai hoché la tête. « C'est bien. » La jeune femme a hésité, puis elle a ajouté, « Il ne m'a pas demandé de venir vous voir. Je l'ai fait de moi-même, parce que je pense qu'une mère doit savoir que son fils va bien. » « Merci, mademoiselle. C'est gentil. » Elle a souri, puis elle est partie. Je suis restée là, mon sac de tomates à la main, le cœur battant. Damien allait bien, il travaillait, il aidait les autres, il continuait. Et cette information, aussi étrange que cela puisse paraître, m'a fait du bien. Non pas parce que je voulais qu'il revienne, non pas parce que je lui pardonnais, mais parce que je savais maintenant qu'il avait trouvé son chemin, un chemin loin de moi. Un chemin où il devait marcher seul. Le soir même, Madame Perrin est venue prendre le thé. Je lui ai raconté la rencontre.
Vous voyez, Gabriel, a-t-elle dit doucement, peut-être que votre dureté l'a sauvé. Peut-être. Ou peut-être que c'est la vie qui l'a sauvé. Je ne sais pas. Et au fond, ça n'a plus d'importance. Elle m'a regardé avec tendresse. Vous avez fait ce que vous deviez faire. Et maintenant, vous êtes en paix. Oui, je suis en paix. Et c'était vrai. 3 mois plus tard, en juillet, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai reçu une lettre. Une vraie lettre, écrite à la main, avec un timbre et une adresse. L'expéditeur, Damien Blanchard. Mon cœur s'est serré. J'ai hésité longuement avant de l'ouvrir. Puis, finalement, je l'ai fait. L'écriture était soignée. Les mots, pesés. Chère maman, je t'écris cette lettre en sachant que tu ne me répondras peut-être jamais. Et c'est normal. Je n'attends rien de toi. Je voulais juste te dire que je vais bien. Je travaille à l'association depuis maintenant 3 ans. Je distribue des repas. J'écoute les gens. J'essaye de les aider comme d'autres m'ont aidé. Je ne joue plus. Je ne bois plus. Je vis simplement. Dans une petite chambre, avec peu de choses. Et c'est suffisant. Je pense à papa tous les jours. À ce que j'ai fait, à ce que j'ai détruit. Cette douleur ne partira jamais. Et c'est juste. Je mérite de la porter toute ma vie. Je pense à toi aussi. À ton courage, à ta force, à cette dignité que tu as gardée même quand je t'ai tout pris. Tu m'as donné la plus grande leçon de ma vie. Tu m'as appris que l'amour a des limites, et que ces limites sont nécessaires. Si tu m'avais pardonné facilement, si tu m'avais accueilli à bras ouverts, je n'aurais jamais changé. J'aurais continué à fuir, à mentir, à détruire, mais tu ne l'as pas fait. Tu as été juste, dur, mais juste. Et grâce à ça, j'ai touché le fond, et j'ai dû remonter seul. Aujourd'hui, je ne suis pas fière de ce que j'ai fait, mais je suis fière de ce que je suis en train de devenir. Un homme responsable, un homme qui assume, un homme qui aide au lieu de prendre. Je ne te demande rien, maman. Ni pardon, ni amour, ni même un regard. Je voulais juste que tu saches que ton fils, celui que tu as mis au monde il y a 43 ans, est enfin en train de devenir un homme. Merci pour tout, pour la vie, pour les leçons, pour la dureté nécessaire. Je t'aime, même si je n'ai plus le droit de te le dire. Damien. J'ai replié la lettre lentement. Mes mains tremblaient. Mes yeux étaient humides. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de soulagement. Parce que j'avais eu raison. Tout ce temps, j'avais eu raison. En le laissant tomber, je ne l'avais pas détruit. Je l'avais sauvé. La vie avait fait son travail. Elle lui avait appris ce que je ne pouvais plus lui enseigner. L'humilité, la responsabilité. Le prix des choix. Je suis restée assise longtemps avec cette lettre sur mes genoux. Puis j'ai fait quelque chose d'étrange. Je suis montée dans ma chambre. J'ai ouvert la petite boîte en bois sur ma commode, celle qui était vide depuis 3 ans, et j'y ai déposé la lettre. Pas comme un trésor, pas comme un souvenir heureux, mais comme une preuve que la justice existe, pas celle des tribunaux, pas celle des hommes, la justice du temps. Cette justice lente, implacable, qui finit toujours par rattraper ceux qui font le mal, qui les force à regarder en face ce qu'ils ont fait, qui les brise, puis les reconstruit, ou les détruit définitivement. Damien avait été brisé, puis reconstruit, et moi, j'avais été le témoin silencieux de cette transformation. Ce soir-là, j'ai dîné tranquillement. Une soupe de légumes, un morceau de pain, un yaourt, puis je me suis assise dans le fauteuil d'Henri, près de la fenêtre. J'ai regardé dehors. Les lumières de la ville, les gens qui rentraient chez eux, la vie qui continuait. Et pour la première fois depuis la mort d'Henri, j'ai senti quelque chose de doux et chaud dans ma poitrine. La paix, la vraie paix, celle qui vient quand on a fait ce qu'il fallait faire. Même si c'était difficile, même si c'était douloureux, j'avais laissé mon fils tomber, et il s'était relevé. Pas pour moi, pour lui. Et c'était exactement ce qui devait arriver. Quelques semaines plus tard, au mois d'août, je suis tombée en faisant mes courses. Rien de grave, juste une chute. Mais à 82 ans, une chute peut tout changer. On m'a emmenée à l'hôpital. J'avais une fracture du col du fémur. Les médecins ont dit qu'il faudrait opérer. Madame Perrin est venue me voir tous les jours. Elle m'apportait des fleurs, des revues, des nouvelles du quartier. « Vous allez vous en sortir, Gabriel. Vous êtes une battante. »« Je sais, Madame Perrin. » Un après-midi, alors que je somnolais dans mon lit d'hôpital, une infirmière est entrée. « Madame Blanchard, vous avez une visite ? » ?»« Qui ? » ?»« Votre fils. » Mon cœur s'est arrêté. « Dites-lui que... » Mais avant que je puisse finir ma phrase,
Damien est entré. Il portait un bouquet de fleurs blanches, délices, mes préférées. Il s'est approché doucement, comme s'il marchait sur des œufs. « Bonjour, maman. »« Bonjour, Damien. » Il a posé les fleurs sur la table de chevet. « J'ai appris que tu étais à l'hôpital. Je voulais juste m'assurer que tu allais bien. »« Je vais bien. Ce n'est qu'une fracture. » Il a hoché la tête. Puis il est resté là, debout, les mains dans les poches, ne sachant pas quoi dire. « Assieds-toi, » ai-je dit doucement. Il s'est assis. Nous sommes restés silencieux un moment. Puis j'ai dit « J'ai reçu ta lettre. » Ses yeux se sont illuminés. « Vraiment ? Je ne savais pas si tu l'avais lu. Je l'ai lu, plusieurs fois. Et qu'est-ce que tu en penses ? » J'ai pris une longue inspiration. Je pense que tu as grandi, Damien. Je pense que la vie t'a appris ce que je ne pouvais plus t'enseigner. Et je pense que tu es sur le bon chemin. Il a baissé les yeux, ému. Merci, maman. Ça compte beaucoup pour moi. Mais, ai-je ajouté fermement, ça ne change rien. Tu as fait des choses terribles. Tu as détruit ta famille. Et ces choses-là ne s'effacent pas. Je sais. Et je ne demande pas qu'elles s'effacent. Je veux juste que tu saches que je suis désolée. Vraiment désolée. J'ai hoché la tête. Nous sommes restés encore un peu ensemble, parlant de choses simples, l'association, mon opération, le temps qu'il faisait. Puis il s'est levé pour partir. « Maman, est-ce que je peux revenir te voir, de temps en temps ?» J'ai réfléchi longuement. Puis j'ai dit « Oui, mais pas trop souvent, et sans attente. » Il a souri. Un sourire triste mais sincère. Sans attente. Promis. Il est parti. Et moi, je suis restée dans mon lit, regardant les lits blancs sur la table. La vie m'avait tout pris. Mon argent, mon mari, mon fils. Mais elle m'avait aussi tout rendu. Pas de la même manière, pas comme avant. Mais elle m'avait rendu quelque chose de plus précieux que l'argent ou même que l'amour. Elle m'avait rendu la justice. Cette justice lente et implacable qui finit toujours par rétablir l'équilibre. Damien avait payé. Il payait encore. Et il paierait toute sa vie. Mais maintenant, il payait en faisant le bien. Et moi, j'avais retrouvé la paix. La paix de celle qui a su dire non. De celle qui a su tenir bon. De celle qui a su laisser la vie faire son travail. Et dans ce lit d'hôpital, à 82 ans, avec une jambe cassée et un cœur apaisé, j'ai compris quelque chose de fondamental. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne, en bien ou en mal. Et Damien avait donné le mal, puis il avait reçu le mal. Maintenant, il donnait le bien. Et peut-être, un jour, il recevrait le bien. Mais ça, ce n'était plus mon histoire. C'était la sienne. Et moi, j'avais enfin fermé ce chapitre. Je suis sortie de l'hôpital 3 semaines plus tard, avec une canne et des instructions strictes. Pas d'escalier, pas d'effort, du repos. Madame Perrin m'a aidé à m'installer. Elle venait tous les jours, m'apportait mes courses, préparait mes repas. Une vraie bénédiction, cette femme. « Vous savez, Gabriel, me disait-elle, vous êtes un exemple pour nous tous. À votre âge, après tout ce que vous avez traversé, vous êtes encore debout. »« Debout avec une canne, » répondais-je en souriant. « Debout quand même. Les mois ont passé. L'automne est arrivé, puis l'hiver. Mon 83e anniversaire. Damien m'a envoyé une carte, simple. « Joyeux anniversaire, maman. Je pense à toi. » Avec une photo de lui, souriant, entouré de bénévoles de l'association. Il avait l'air heureux, vraiment heureux. J'ai mis la carte dans la petite boîte en bois, à côté de la lettre. Ma collection commençait à grandir. Pas une collection de souvenirs heureux, mais une collection de preuves que la rédemption existe, que les gens peuvent changer, que la justice, même lente, finit toujours par arriver. Un soir de décembre, alors que je lisais près de la fenêtre, assise dans le fauteuil d'Henri, j'ai réalisé quelque chose. Je n'avais plus peur. Peur de mourir, peur de finir seule, peur d'avoir échoué. Toutes ces peurs qui m'avaient accompagnée pendant des années, elles n'étaient plus là. À leur place, il y avait une sérénité profonde, une acceptation tranquille de ce que la vie m'avait donné et de ce qu'elle m'avait pris. Henri me manquait, tous les jours, mais cette douleur s'était transformée. Elle n'était plus aiguë, elle était douce, comme une présence, comme s'il était encore là, quelque part, veillant sur moi. Damien, lui, était devenu un étranger bienveillant, quelqu'un que je connaissais, que je respectais même, mais que je n'aimais plus comme une mère aime son enfant. Peut-être que c'était cruel,
Peut-être que les gens me jugeraient pour ça. Mais moi, je savais. Je savais que c'était nécessaire. Pour lui. Et pour moi. En janvier 2026, Damien est venu me rendre visite. Sans prévenir. Il a sonné à la porte un dimanche après-midi. « Bonjour, maman. J'espère que je ne te dérange pas. »« Non, entre. » Il est entré. Il portait un sac en papier. « Je t'ai apporté des croissants. De la boulangerie rue de la République. Ceux que tu aimais. Merci. C'est gentil. Nous avons bu un thé ensemble. Mangé les croissants. Parlé de choses simples. La météo. L'association. Mes douleurs aux jambes. Puis, à un moment, il m'a regardé avec sérieux. « Maman, est-ce que je peux te poser une question ? » ?»« Oui. »« Est-ce que tu m'as pardonné ? » Cette question. Encore. Toujours. J'ai posé ma tasse. J'ai réfléchi. Puis j'ai dit, avec toute l'honnêteté dont j'étais capable, « Je ne sais pas, Damien. Une partie de moi a pardonné. Celle qui voit que tu as changé, que tu fais le bien maintenant. Mais une autre partie ne peut pas oublier. Ce que tu as fait à ton père, à moi. Cette partie-là ne pardonnera peut-être jamais. » Il a hoché la tête, les yeux humides. « Je comprends, et c'est juste. Mais, ai-je ajouté doucement, le pardon n'est pas tout. Il y a aussi la reconnaissance. Et la reconnaissance, je te la donne. Je reconnais que tu as payé pour tes erreurs, que tu as changé, que tu es devenu quelqu'un de bien. Et ça, c'est déjà énorme. » Il a souri. Un sourire triste, mais apaisé. « Merci, maman. Merci pour tout. Pour m'avoir laissé tomber quand il le fallait. Pour m'avoir forcé à grandir. Tu m'as sauvé en me rejetant. Non, c'est toi qui t'es sauvé. Moi, j'ai juste refusé de te porter. Il est resté encore 1 heure. Puis il est parti en me promettant de revenir bientôt. Et quand la porte s'est refermée, j'ai ressenti quelque chose d'étrange, de la légèreté. Comme si un poids, que je portais depuis 6 ans, venait enfin de se détacher. Ce soir-là, je suis monté dans ma chambre. J'ai ouvert la petite boîte en bois sur ma commode. À l'intérieur, la lettre de Damien, la carte d'anniversaire. Et maintenant, quelque chose de nouveau. J'ai pris une feuille de papier, un stylo, et j'ai écrit ce que j'ai appris. J'ai 83 ans. J'ai vécu une vie longue, parfois heureuse, souvent difficile. J'ai aimé un homme merveilleux qui est parti trop tôt. J'ai élevé un fils qui m'a trahi. J'ai tout perdu. Puis j'ai tout retrouvé. Pas comme avant, mais différemment. Voici ce que la vie m'a appris. L'amour a des limites, et ces limites sont nécessaires. Aimer quelqu'un, ce n'est pas tout accepter. C'est parfois savoir dire non, savoir laisser tomber, pour que l'autre apprenne à se relever seul. La justice existe, pas celle des tribunaux, pas celle des hommes, mais celle du temps. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne, en bien ou en mal, et il faut accepter cette vérité. Le pardon n'est pas obligatoire. On nous dit toujours qu'il faut pardonner pour avancer. Mais ce n'est pas vrai. On peut avancer sans pardonner. On peut accepter sans oublier. Et c'est suffisant. La solitude n'est pas une punition. C'est parfois un refuge, un lieu où l'on se retrouve, où l'on apprend à vivre avec soi-même. Et c'est précieux. Les enfants ne nous appartiennent pas. On les met au monde, on les élève, on leur donne tout ce qu'on peut. Mais à un moment, ils doivent partir, vivre leur vie, faire leurs erreurs. Et nous devons les laisser partir, même si ça fait mal. La vie continue, toujours, même quand on pense qu'on ne pourra plus jamais se relever, même quand la douleur semble insurmontable. La vie continue, et nous continuons avec elle. J'ai replié la feuille. Je l'ai mise dans la boîte, puis j'ai refermé le couvercle. Cette boîte qui avait été vide pendant si longtemps se remplissait maintenant. Pas de souvenirs du passé, mais de leçons pour l'avenir. Les jours ont continué à passer. Tranquille, paisible. Madame Perrin venait toujours prendre le thé. Damien passait de temps en temps, toujours respectueux, toujours à distance. Et moi, je vivais, simplement. Un matin de printemps, en mars 2026, je me suis réveillée avec une pensée étrange. J'étais heureuse, pas d'un bonheur éclatant, pas d'une joie débordante, mais d'un bonheur calme, profond, ancré. J'avais traversé la tempête, j'avais perdu presque tout, mais j'avais survécu. Et maintenant, assise dans mon fauteuil près de la fenêtre, regardant le printemps revenir, les bourgeons sur les arbres, les oiseaux qui chantaient, je me sentais en paix. En paix avec Henri, qui reposait sous le cèdre du cimetière de Loyasse, en paix avec Damien, qui vivait sa vie ailleurs, reconstruit mais marqué à jamais.
en paix avec moi-même, pour les choix que j'avais faits, les choix difficiles, les choix nécessaires. Aujourd'hui, si une femme me demandait ce qu'elle doit faire face à la trahison, face à la douleur, face à l'impossible pardon, je lui dirais ceci: fais ce que ton cœur te dit, pas ce que les gens attendent de toi. Pas ce qui est normal ou acceptable, mais ce qui est juste, pour toi, pour l'autre, pour la vérité. Laisse la vie faire son travail. Elle est plus sage que nous. Elle sait punir, elle sait guérir, elle sait rétablir l'équilibre. Et surtout, n'aie pas peur d'être dur, n'aie pas peur de dire non, n'aie pas peur de fermer une porte, parce que parfois, c'est en fermant une porte qu'on en ouvre une autre, pour soi, pour l'autre, pour l'avenir. Moi, Gabrielle Blanchard, j'ai 83 ans. J'ai vécu une vie pleine, difficile, mais vraie. Mon fils m'a volé. Mon mari est mort de chagrin. J'ai tout perdu. Mais j'ai aussi tout appris. Et si mon histoire peut aider ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, à trouver le courage de dire non, à accepter que l'amour a des limites, alors tout cela aura eu un sens. La vie m'a pris beaucoup, mais elle m'a aussi donné quelque chose d'inestimable, la sagesse. Et avec cette sagesse, je peux maintenant regarder en arrière sans colère, regarder en avant sans peur, et vivre tout simplement les années qu'il me reste, dans la paix, dans la dignité, dans la vérité, parce que c'est tout ce qui compte finalement. Vivre en vérité. Le reste, la vie s'en charge, toujours. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.